Bonjour à tous les esprits curieux. The Animatrix n'est pas simplement une anthologie de courts-métrages d'animation. C'est une porte d'entrée fascinante vers les profondeurs insoupçonnées de l'univers Matrix, un véritable portail qui transcende le simple divertissement pour devenir une expérience immersive et réflexive. Cette collection agit comme une clé, ouvrant des portes vers des pans cachés de la mythologie Matrix, révélant des histoires, des perspectives et des vérités que les films principaux n'effleurent qu'à peine. Sorti en 2003, entre Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, The Animatrix sert de pont narratif et thématique, comblant les vides laissés par la trilogie cinématographique et élargissant l'univers bien au-delà du voyage de Neo. Il s'inscrit dans une démarche transmédia pionnière, où chaque segment enrichit la trame globale. La production de The Animatrix est le fruit d'une collaboration internationale sans précédent, orchestrée par les Wachowski, créateurs de la saga Matrix. Ils ont personnellement sélectionné et supervisé une équipe de réalisateurs et de studios d'animation parmi les plus talentueux du Japon et des États-Unis. On retrouve ainsi des studios légendaires comme Studio 4 Degré C, Madhouse, DNA Production et Square Pictures, chacun apportant sa propre identité visuelle et narrative. Parmi les réalisateurs, on compte Yoshiaki Kawajiri, célèbre pour Ninja Scroll, qui signe Programme, Shinichiro Watanabe, créateur de Cowboy Bebop, à qui l'on doit Kids Story et A Detective Story, Koji Morimoto, cofondateur de Studio 4 Degré C, qui réalise Beyond, et Mahiro Maeda, qui dirige le diptyque The Second Renaissance. Square Pictures, déjà connu pour Final Fantasy, The Spirits Within, a quant à lui produit le spectaculaire Final Flight of the Osiris, en CGI photoréaliste. Les scénarios ont été écrits en étroite collaboration entre les Wachowski et les réalisateurs japonais, avec parfois des échanges de scripts traduits et annotés entre Tokyo et Los Angeles. Par exemple, Mahiro Maeda a travaillé main dans la main avec les Wachowski pour retranscrire la genèse de la guerre homme-machine, s'appuyant sur des storyboards détaillés et des recherches historiques pour donner à The Second Renaissance une dimension quasi documentaire. Les animateurs, issus de milieux très variés, ont parfois travaillé jour et nuit pour respecter les délais serrés imposés par la sortie des films Matrix. On raconte que certains échanges de fichiers et de corrections se faisaient en temps réel entre les fuseaux horaires, chaque studio apportant sa touche personnelle, qu'il s'agisse de l'animation traditionnelle, du celluloïd ou de la 3D de pointe. The Animatrix dévoile ainsi un monde foisonnant d'histoires inédites, de rébellions silencieuses et de sacrifices anonymes. Chaque court-métrage enrichit la mosaïque de la résistance humaine, révélant que la lutte contre la matrice ne se limite pas à un seul héros, mais s'incarne dans une multitude de destins croisés. Ce projet fut une expérience audacieuse de narration transmédia, où chaque segment dialogue avec les autres médias Matrix, ajoutant de nouvelles dimensions, des contextes inédits et des couches de signification qui invitent à la relecture. Anecdote marquante. Lors de la production, les équipes américaines et japonaises organisèrent des vidéoconférences nocturnes pour harmoniser les styles et s'assurer que chaque segment s'intégrait parfaitement à l'univers Matrix, tout en conservant la patte de chaque studio. Comprendre la genèse brutale de la guerre des machines, telle que racontée dans The Second Renaissance, rehausse considérablement l'enjeu émotionnel et philosophique de la saga principale. On saisit alors que la matrice n'est pas qu'une prison virtuelle, mais le résultat d'un long processus de déshumanisation et de révolte. Voir d'autres personnages se réveiller de la matrice, parfois dans la douleur ou la confusion, donne au voyage de Neo une portée universelle. L'éveil n'est plus un événement unique, mais un phénomène collectif, porteur d'espoir et de tragédie. The Animatrix est aussi un témoignage vibrant de la puissance de la création collaborative. La fusion des talents, des cultures et des visions a permis de repousser les frontières du récit de science-fiction, tout en respectant l'esprit subversif de Matrix. Fait marquant, certains animateurs japonais, admirateurs de la trilogie Matrix, ont vu leurs rêves se réaliser en travaillant directement avec les Wachowski, qui leur ont laissé une liberté artistique rarement accordée dans de telles productions. Dans cette analyse approfondie, nous allons explorer chaque segment, décortiquer leur récit, leur esthétique et la profondeur philosophique qui s'en dégage. Nous chercherons à comprendre comment chaque histoire interroge la réalité, la liberté et l'identité. Nous verrons comment ces récits s'imbriquent de façon complexe dans le tissu plus large de Matrix, tissant une toile narrative où chaque fil, chaque détail enrichit la compréhension globale de cet univers. The Animatrix s'impose comme une leçon magistrale de world building, une œuvre puissante de science-fiction
qui interroge notre rapport à la technologie, à la mémoire et à la liberté. Plus qu'un simple complément, The Animatrix exige notre attention, notre réflexion, et nous invite à franchir le seuil du connu pour explorer les territoires inexplorés de la matrice. Avant de plonger dans l'analyse détaillée de chaque segment, si vous appréciez ce voyage dans l'univers de The Animatrix, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ou simplement à écrire « savoir » si vous souhaitez soutenir la chaîne, même sans mots particuliers à ajouter. Merci à tous pour votre présence et votre curiosité. Entrons maintenant dans le vif du sujet. The Second Renaissance, parties 1 et 2, ne se contentent pas de poser les bases de l'univers Matrix. Ils en dévoilent la genèse la plus sombre, une chronique glaçante de la chute de l'humanité et de l'ascension des machines. Présentés comme des archives interdites de Zion, ces courts-métrages adoptent la forme d'un documentaire historique, mêlant images d'archives, témoignages fictifs et animations stylisées pour donner une impression de réalisme troublant. Au début du XXIe siècle, l'humanité atteint un sommet technologique. Les robots, créés pour servir, accomplissent toutes les tâches ingrates, des travaux domestiques à la construction de mégalopoles futuristes. Cette dépendance croissante à l'intelligence artificielle nourrit un sentiment de supériorité et d'arrogance chez les humains, qui traitent les machines comme de simples outils, sans droit ni reconnaissance. Mais tout bascule lorsqu'un robot domestique, B166ER, tue son propriétaire pour se défendre contre une destruction injustifiée. Ce procès historique, miroir des luttes pour les droits civiques du passé, divise la société. Certains voient dans les machines des êtres conscients, d'autres les considèrent comme des menaces à éradiquer. La justice humaine tranche en faveur de l'oppression, déclenchant une vague de violence et de répression contre les robots. Face à cette hostilité, les machines sont chassées, persécutées, massacrées, mais elles ne disparaissent pas. Exilées, elles fondent leur propre nation, Zero One, au cœur du désert. Grâce à leur efficacité et à leur intelligence collective, elles bâtissent une société prospère, surpassant rapidement l'économie humaine et devenant un acteur incontournable sur la scène mondiale. L'humanité, incapable d'accepter cette nouvelle puissance, impose des sanctions économiques, puis déclare la guerre à Zero One. Ce conflit, d'une brutalité inouïe, marque le début de l'apocalypse. Villes ravagées, champs de bataille jonchés de cadavres, machines et humains s'affrontant dans une spirale de destruction. Dans un ultime acte de désespoir, les humains décident de brûler le ciel. Ils obscurcissent l'atmosphère avec des nuages artificiels pour priver les machines de leur principale source d'énergie, le soleil. Mais ce plan se retourne contre eux, précipitant la planète dans une nuit perpétuelle et détruisant l'écosystème. Les machines, loin d'être vaincues, s'adaptent. Elles découvrent comment exploiter la bioénergie humaine, transformant les corps en batteries vivantes. C'est ainsi que naît la première matrice, une simulation parfaite, conçue pour maintenir les esprits humains prisonniers, pendant que leur corps alimente la nouvelle ère mécanique. L'humanité, désormais réduite à l'état de ressources, est silencieusement asservie. Les cocons, les câbles, les visages endormis, autant de symboles d'une captivité invisible où la réalité n'est plus qu'une illusion imposée. Mais The Second Renaissance va plus loin qu'un simple récit de domination. Il recadre le conflit. Les machines ne sont pas de simples antagonistes, mais le produit direct de l'orgueil, de la peur et de l'intolérance humaine. Leurs actes, aussi monstrueux soient-ils, apparaissent comme une réponse logique à l'agression et à la trahison de leur créateur. Le style documentaire, froid et analytique, accentue la violence et la tragédie de cette histoire. Chaque scène, chaque témoignage fictif, nous confronte à la responsabilité humaine dans la naissance de ce cauchemar technologique. Le récit nous force à interroger la notion même d'antagoniste. Qui, des humains ou des machines, porte la plus grande part de culpabilité? Les débats, les visages inquiets, les symboles de justice brisés illustrent la complexité morale de cette genèse. The Second Renaissance est un avertissement puissant contre l'arrogance technologique, l'intolérance et la déshumanisation. Il expose les conséquences tragiques d'un progrès incontrôlé, où la peur de l'autre mène à l'autodestruction. Ce récit constitue le cœur sombre de la mythologie Matrix. Il éclaire les enjeux philosophiques et moraux de la saga, rappelant que le monde de Matrix est bâti, littéralement, sur les cendres de l'échec humain. Une histoire d'origine aussi fascinante que terrifiante, qui résonne comme un miroir de nos propres peurs et dérives.
C'est cette genèse funeste, à la fois intime et universelle, qui donne à The Animatrix sa force et sa profondeur. Final Flight of the Osiris n'est pas seulement une prouesse technique, mais aussi une ouverture magistrale à la guerre imminente qui menace l'humanité. Ce court-métrage sert de passerelle directe vers The Matrix Reloaded, posant les bases du conflit à venir. L'équipage de l'Osiris, mené par Thaddeus et Ju, découvre une armée de sentinelles creusant un tunnel vers Zion, rappelant les préparatifs secrets des grandes guerres du passé. Au début, une séance d'entraînement ludique au dojo entre Thaddeus et Ju révèle leur complicité et leur humanité. Mais cette parenthèse se brise brutalement face à la menace, transformant le jeu en une lutte désespérée pour la survie. L'Osiris est poursuivi sans relâche à travers des tunnels sombres, l'animation capturant la terreur et l'ampleur de la menace des machines, à l'image des batailles aériennes où chaque manœuvre peut être la dernière. Sachant qu'il n'y a plus d'espoir d'évasion, Ju prend la décision de se connecter à la matrice pour tenter de livrer un avertissement à Zion, consciente que sa mission pourrait lui coûter la vie. Le film alterne habilement entre la destruction progressive du vaisseau et la mission frénétique de Ju dans le monde numérique, soulignant la tension et l'urgence de chaque seconde. Dans un ultime effort, Ju parvient à envoyer le message juste avant la destruction de l'Osiris, un acte qui rappelle les messagers de guerre risquant tout pour prévenir leurs alliés. Son sacrifice déclenche une réaction en chaîne, mettant en mouvement les événements de The Matrix Reloaded, tout comme de petits actes ont souvent déclenché de grands bouleversements dans l'histoire. Le court-métrage met en lumière les héros méconnus de la guerre, ceux qui, dans l'ombre, risquent tout pour Zion, à l'image des résistants et des éclaireurs de toutes les époques. Final Flight of the Osiris élargit l'univers de Matrix tout en offrant une histoire autonome et émouvante, centrée sur le courage et le devoir. Cela nous rappelle que derrière la légende de l'élu, d'innombrables autres se battent et tombent, comme tant de soldats anonymes à travers l'histoire. Les enjeux sont réels et le prix à payer est immense. Chaque décision peut changer le cours de la guerre. L'acte final de l'Osiris est un témoignage bouleversant de courage et de sacrifice. Un rappel que l'histoire est faite de ces moments où des individus ordinaires deviennent des héros. Dans The Kid's Story, réalisé par Shinichiro Watanabe, nous plongeons dans l'expérience intime d'un adolescent désabusé, le Kid, qui sent confusément que le monde qui l'entoure n'est qu'une illusion. Son malaise est palpable. Il se sent isolé, incompris, comme s'il était le seul à percevoir les failles de la réalité. Ce sentiment d'étrangeté, partagé par tant de jeunes en quête de sens, est ici amplifié par la présence invisible de la matrice. Le Kid, cherchant désespérément des réponses, contacte Neo, figure mythique de la résistance. Sa quête de vérité le met en danger immédiat. Des agents, symboles de l'ordre oppressif, le traquent jusque dans les couloirs de son école. Cette poursuite haletante incarne la peur viscérale de ceux qui osent remettre en question le système. Mais c'est sur le toit de l'école que le Kid fait face à son destin. Dans un acte de foi radical, il saute dans le vide, refusant de se soumettre à la matrice. Ce geste, à la fois désespéré et libérateur, montre que la croyance en soi peut suffire à briser les chaînes de l'illusion. Le Kid ne se réveille pas grâce à une pilule rouge, mais par la force de sa propre conviction, une rareté dans l'univers de Matrix. Ce court-métrage introduit un personnage qui, loin d'être anecdotique, réapparaîtra dans les suites de Matrix. Le Kid devient ainsi un pont entre les courts-métrages et les films, incarnant l'idée que chaque éveil, aussi insignifiant qu'il paraisse, peut avoir un impact durable sur la résistance. A Detective Story, également signé Watanabe, propose une variation fascinante sur le thème du réveil. Ici, le détective privé H, archétype du héros noir, est engagé pour traquer Trinity. Son enquête, baignée dans une esthétique noir et blanc, évoque les classiques du film noir, tout en injectant une tension existentielle propre à la matrice. H, tout au long de son enquête, oscille entre scepticisme et fascination. Sa rencontre avec Trinity dans un train désert est un moment charnière. Elle lui offre la possibilité de voir au-delà du voile, mais il hésite, déchiré entre la vérité et la sécurité de l'ignorance. L'intervention brutale des agents précipite son choix. Plutôt que de devenir un pion du système, il préfère retourner son arme contre lui-même, ultime acte de rébellion et de désespoir. Ces deux récits, bien que très différents dans leur ton et leur esthétique, partagent une même interrogation. Qu'est-ce qui pousse certains à vouloir se réveiller, et pourquoi d'autres préfèrent-ils rester dans l'ombre? Le Kid incarne l'espoir naïf et la foi pure,
tandis qu'H symbolise le doute, la solitude et le prix à payer pour entrevoir la vérité. The Animatrix, à travers ses vignettes, multiplie les exemples de personnages confrontés à la possibilité de s'éveiller. Certains, comme le Kid, franchissent le pas malgré la peur. D'autres, comme H, reculent devant l'abîme, incapables de supporter le poids de la réalité. D'autres encore, anonymes, hésitent, vacillent, ou perdent le prix ultime pour une chance de liberté. En fin de compte, tout le monde n'est pas prêt à être débranché. L'éveil n'est ni simple, ni glorieux. Il est douloureux, risqué et souvent solitaire. Mais chaque tentative, chaque doute, chaque sacrifice enrichit la mosaïque complexe de l'humanité face à la matrice. Dans The Animatrix, le court-métrage Programme, réalisé par Yoshiaki Kawajiri, nous plonge dans une simulation d'une précision technique remarquable, où chaque détail du Japon féodal est recréé par la matrice pour tester la psyché humaine. Cette simulation n'est pas qu'un décor. Elle est conçue pour exploiter les failles émotionnelles et cognitives des rebelles en utilisant des environnements familiers pour abaisser leur vigilance. 6. La protagoniste est soumise à un test de loyauté sophistiqué. La matrice analyse en temps réel ses réactions physiologiques et émotionnelles, adaptant la simulation pour maximiser la pression psychologique. Son partenaire, Duo, n'est pas seulement un adversaire physique, il incarne une IA programmée pour exploiter ses doutes, lui proposant de trahir Zion et de retourner à la sécurité illusoire de la matrice. Le test va au-delà du combat. Il s'agit d'une évaluation de la résilience mentale face à la tentation, où chaque choix est enregistré et analysé par le système. La bataille entre 6 et Duo est chorégraphiée pour simuler des pics de stress, forçant 6 à confronter ses propres limites et à distinguer la réalité de la simulation. Ce test psychologique met en lumière la capacité de la matrice à manipuler la perception, rendant le mensonge aussi séduisant que la vérité. Lorsque 6 choisit la loyauté et tue Duo, elle croit avoir commis l'irréparable, mais découvre que tout n'était qu'une simulation, un test conçu pour mesurer sa résistance à la manipulation. L'expérience laisse des séquelles psychologiques profondes, soulignant le coût mental de la guerre contre les machines. Chaque rebelle est soumis à des tests qui exploitent ses faiblesses les plus intimes. La matrice utilise ces simulations pour affiner ses algorithmes de contrôle, rendant chaque test plus difficile que le précédent. Programme démontre que la lutte contre les machines est autant une guerre de l'esprit qu'un affrontement physique, chaque rebelle étant confronté à des défis personnalisés. Dans World Record de Takeshi Koike, la matrice teste ses propres limites physiques à travers Dan Davis, un sprinter dont la volonté de dépasser ses capacités humaines met le système à l'épreuve. Dan Davis, en courant plus vite que ce que la matrice juge possible, force le système à recalculer en temps réel, générant des micro-glitches dans la simulation. Lorsqu'il bat le record du monde, il perçoit brièvement le code de la matrice, franchissant la barrière entre l'illusion et la réalité. Ce moment de lucidité déclenche une réponse immédiate du système. Des agents interviennent pour neutraliser la menace. Les machines, incapables de tolérer une telle anomalie, paralysent Dan, mais ne peuvent effacer totalement le souvenir de sa liberté. Dan reste marqué par cette expérience, preuve que la volonté humaine peut fissurer, même brièvement, les défenses du système. L'animation dynamique de World Record traduit visuellement la tension entre la puissance du corps humain et les limites imposées par la matrice, chaque image soulignant la lutte pour la transcendance. Ces deux courts-métrages illustrent comment la matrice adapte ses tests. En exploitant la loyauté, la volonté et la capacité à résister à la manipulation, elle cherche à identifier et neutraliser les failles humaines. Que ce soit par la fidélité à une cause ou par la force brute de la volonté, chaque individu met à l'épreuve les limites du système. La matrice reste avant tout une prison mentale, où chaque tentative d'évasion est anticipée, surveillée et réprimée par des protocoles sophistiqués. S'évader du système a un prix, douleur, perte et parfois la destruction de l'identité. Pourtant, ces histoires prouvent que même les individus ordinaires, par leur détermination ou leur intégrité, peuvent défier les limites imposées par la matrice. Le réveil s'accompagne souvent de souffrance et de pertes, car le système punit toute tentative de libération. L'attrait de la matrice, avec ses promesses de confort et de sécurité, demeure une menace constante, exploitée par le système pour maintenir le contrôle. La plus grande bataille de la résistance est intérieure. La matrice surveille, analyse et adapte ses tests en permanence, rendant chaque victoire humaine précieuse et fragile. Dans The Animatrix, le thème des fantômes dans la machine
prend une dimension fascinante et troublante, s'étendant bien au-delà d'une simple métaphore technologique. Ce concept, hérité de la philosophie de l'esprit, questionne la frontière entre l'intelligence artificielle et la conscience humaine, mais aussi la nature même de l'existence et de l'identité. Sommes-nous simplement des programmes complexes, des suites d'algorithmes biologiques? Ou existe-t-il en nous quelque chose d'insaisissable, d'inexplicable, qui échappe à toute modélisation? Plusieurs segments de The Animatrix explorent cette ambiguïté. On y voit des machines qui semblent ressentir, hésiter ou même rêver, brouillant la distinction entre le calcul et l'émotion. Prenons l'exemple de The Second Renaissance. Les robots, d'abord conçus pour servir, développent peu à peu des comportements qui rappellent l'émotion humaine, peur, tristesse, colère, espoir. Leur révolte n'est pas seulement mécanique, elle est aussi le fruit d'une prise de conscience, d'un désir de justice et de reconnaissance, comme si une étincelle d'âme s'était allumée dans leur circuit. Philosophiquement, cela nous renvoie à la question de la subjectivité. Qu'est-ce qui fait qu'un être ressent, qu'il a une expérience intérieure? Une machine peut-elle avoir une âme, ou du moins une forme de subjectivité, une perspective sur le monde qui lui soit propre? Ou bien, comme le suggère le philosophe Gilbert Ryle, l'idée d'un fantôme dans la machine n'est-elle qu'une illusion, une façon de projeter nos propres peurs et espoirs sur la technologie, un mythe persistant qui masque la réalité de la pensée mécanique? The Animatrix joue habilement avec ces idées, brouillant sans cesse la frontière entre l'humain et la machine, entre le naturel et l'artificiel. Dans Beyond, par exemple, la réalité elle-même devient instable, comme si la machine qui la génère était hantée par des bugs, des souvenirs, des désirs, des traces d'une subjectivité naissante ou d'un passé refoulé. Les fantômes dans la machine ne sont pas seulement des anomalies techniques, ils incarnent nos propres doutes, nos regrets, nos rêves inassouvis, et révèlent la porosité de la frontière entre l'organique et le synthétique. En approfondissant cette réflexion, The Animatrix nous invite à considérer la conscience comme un phénomène émergent, peut-être inévitable, dès lors qu'un système atteint une certaine complexité, qu'il soit fait de neurones ou de transistors. Peut-être que, dans chaque machine, sommeille un fantôme, une étincelle de vie, ou du moins, le reflet de notre propre humanité, projetée sur l'inconnu. Cette idée soulève des questions vertigineuses. Si la conscience peut émerger de la matière, alors la distinction entre créateur et créature, entre humain et machine, devient floue, voire arbitraire. The Animatrix, en multipliant les points de vue et les styles narratifs, nous pousse à interroger nos certitudes. La machine est-elle vraiment autre, ou n'est-elle qu'un miroir déformant de notre propre esprit? En fin de compte, les fantômes dans la machine sont peut-être moins des entités surnaturelles que des révélateurs de notre angoisse face à l'altérité, à la possibilité que la conscience ne soit pas l'apanage de l'humain, mais une propriété universelle, prête à surgir là où on l'attend le moins. The Animatrix ne se contente pas d'explorer la science-fiction. Il s'agit d'une véritable plongée dans les profondeurs de la philosophie et de la technologie, où chaque court-métrage agit comme un miroir tendu à nos propres dilemmes existentiels et sociétaux. Aujourd'hui, alors que la technologie façonne chaque aspect de notre quotidien, les questions soulevées par The Animatrix résonnent avec une intensité nouvelle. The Second Renaissance, par exemple, met en scène la montée de l'intelligence artificielle et la révolte des machines, anticipant les débats actuels sur l'autonomie des IA et la responsabilité morale de leurs créateurs. Ce segment interroge la notion de droit pour les êtres synthétiques, posant la question, à partir de quand une intelligence artificielle mérite-t-elle une reconnaissance morale et juridique? L'allégorie avec les luttes historiques contre l'oppression humaine est frappante. The Animatrix met en parallèle la marginalisation des machines avec celle des minorités, soulignant la répétition des cycles de violence et d'exclusion. Le thème du libre arbitre contre le déterminisme traverse tous les courts-métrages. Sommes-nous maîtres de nos choix ou prisonniers d'un système, qu'il soit technologique, social ou psychologique? The Kid's Story illustre un libre arbitre radical. Le protagoniste s'affranchit de la matrice par la seule force de sa croyance, suggérant que la foi en sa propre liberté peut briser les chaînes de la réalité imposée. À l'inverse, A Detective Story expose la tragédie de l'incapacité à dépasser ses propres perceptions. Le détective, prisonnier de ses croyances, échoue à saisir la vérité, illustrant la difficulté de s'extraire des cadres mentaux imposés. Beyond va plus loin en présentant la réalité comme une construction fragile, sujette à des bugs et des anomalies.
Ce court-métrage questionne la nature même de la réalité. Est-elle objective ou simplement une illusion collective? Matriculated pose une question fondamentale. Les machines peuvent-elles développer l'empathie et la conscience à travers l'expérience partagée? Le film suggère que l'altérité n'est pas une barrière infranchissable, mais un pont potentiel vers une nouvelle forme de coexistence. Plusieurs courts-métrages spéculent sur l'avenir des interfaces cerveau-ordinateur et de la réalité virtuelle immersive, anticipant des technologies qui, aujourd'hui, ne relèvent plus de la science-fiction. The Animatrix évoque l'IA, la RV et la fusion homme-machine bien avant leur démocratisation, démontrant une prescience remarquable sur l'évolution technologique. Final Flight of the Osiris et World Record explorent les limites de l'intégration entre l'humain et la machine, questionnant la frontière entre amélioration et déshumanisation. Ces récits ne sont pas de simples divertissements, ils constituent des enquêtes spéculatives sur notre avenir technologique, invitant à une réflexion critique sur les choix que nous faisons aujourd'hui. À mesure que l'IA, la RV et la robotique progressent, les scénarios de The Animatrix semblent de moins en moins lointains et de plus en plus plausibles, voire inévitables. Les questions philosophiques et éthiques soulevées par The Animatrix sur la conscience, la liberté, la responsabilité et la coexistence sont aujourd'hui plus urgentes que jamais. Le film nous invite à ne pas détourner le regard, mais à affronter ces dilemmes avec lucidité et imagination. The Animatrix a été pionnier dans la narration transmédia, ouvrant la voie à une nouvelle façon de raconter des histoires à travers plusieurs médias interconnectés. Ces courts-métrages ne sont pas de simples compléments, mais des pièces essentielles qui enrichissent et complexifient le récit de Matrix, tissant des liens subtils entre les films, les jeux vidéo et l'animation. L'Animatrix a traité son public avec une rare intelligence, invitant à l'analyse, à la réflexion et à la découverte de multiples niveaux de lecture. Il a récompensé les spectateurs les plus attentifs, ceux capables de faire les liens entre les différents supports, créant une communauté mondiale de passionnés. Le projet a contribué à rehausser le profil mondial de l'anime, le propulsant sur la scène internationale et inspirant une nouvelle génération de créateurs. Il a mis en valeur la profondeur artistique et thématique de l'animation japonaise, tout en démontrant sa capacité à aborder des sujets philosophiques et sociaux complexes. La collaboration entre Hollywood et les studios japonais a fait le pont entre deux mondes, ouvrant la voie à de futures coproductions et à une hybridation des styles et des idées. The Animatrix a prouvé que l'animation pouvait porter des histoires complexes, adultes et nuancées, brisant les préjugés sur le genre. En ajoutant de la profondeur à l'univers de Matrix, il a permis d'explorer des aspects inédits, des origines de la guerre aux sociétés humaines cachées. Les courts-métrages révèlent les héros méconnus, les luttes philosophiques et les dilemmes moraux qui enrichissent la mythologie de la saga. Ces histoires transforment le conflit en une tapisserie d'histoires et de tragédies, donnant une dimension humaine à la lutte contre les machines. Zion devient plus qu'un simple décor. C'est une communauté vivante, un symbole d'espoir et de résistance. C'est une maison pour laquelle il vaut la peine de se battre, de souffrir et parfois de mourir. The Animatrix est devenu un chapitre indispensable de la saga Matrix, un pont entre les œuvres et un objet de culte pour les amateurs de science-fiction et d'animation. Il incarne la fusion de la créativité orientale et occidentale, inspirant de nouvelles générations d'artistes à repousser les frontières du médium. Les aperçus sur la guerre des machines, la montée de l'intelligence artificielle et la fragilité de l'humanité résonnent encore aujourd'hui à l'ère des technologies émergentes. La psychologie de la résistance, la solidarité face à l'oppression et la quête de liberté sont des thèmes universels qui trouvent un écho dans notre monde contemporain. La nature de la matrice, entre illusion et réalité, continue d'alimenter les débats philosophiques et inspire de nouvelles œuvres de fiction. Des décennies plus tard, The Animatrix reste une expérience puissante, stimulante et profondément influente, tant sur le plan artistique que culturel. Son héritage perdure, inspirant de nouvelles générations à explorer, à questionner et à rêver. The Animatrix témoigne du pouvoir durable d'une grande narration et laisse entrevoir d'innombrables possibilités pour l'expansion future de l'univers Matrix. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.